une lecture relativement fine du territoire, 80 cm à 25 cm. Donc, ça veut dire les toitures elles-mêmes, tout ce qui se passe au niveau thermique d'une toiture, on va pouvoir l'évaluer passablement plus finement, l'équivalent de 4 petits carrés sur la table. De la même façon ici, donc on a 80 cm. Et on va être capable aussi de travailler. Vous excuserez, les images ne sont pas corrigées. C'est les dernières qu'on avait dessus. Imaginez-vous que c'est un boulot à faire. Mais on va avoir un niveau de détail aussi au niveau, dans le domaine du visible que l'on appelle, donc avec les images classiques, un niveau de détail beaucoup supérieur aussi. Donc, dans les prochaines années, c'est ça sur quoi on va travailler. Donc, on vous en fera part dans un an ou deux. C'est bon. Merci bien. Voilà à peu près l'étape où nous en sommes. 2010, c'est les moments de la transition indispensable, d'autant plus que les phénomènes extrêmes, ce qu'il va falloir prendre en compte quand on pense à l'architecture et à l'urbanisme, parce que ça implique que, par exemple, tous les développements sur les toits soient des développements qui prennent en compte les événements majeurs. Donc, au niveau, évidemment, des apports en eau, les gens de Chicago ont bien souligné cette importance-là, mais ça signifie aussi d'avoir un mobilier extrêmement solide et qui tienne en place. Parce que si ça se met à être un mobilier volant, ça risque d'être assez problématique. Sur les problèmes de santé et d'environnement, et plus particulièrement d'éco-santé, en fait, la définition que j'en donnerais, et qui n'est pas du tout la définition classique, c'est de préserver, de maintenir les conditions de régénération, alors ce n'est pas de reproduction, mais bien de régénération, des êtres, des populations et des écosystèmes. On voit dans une formulation comme celle-là à quel point les questions d'environnement, d'énergie et de santé sont complètement intégrées. Ça pose d'emblée l'ampleur des défis environnementaux qui menacent en fait la sécurité biologique de la planète et le monde, mais la nécessité de prendre en compte les interrelations étroites entre la santé des humains, des autres espèces et de la planète. Et on voit très bien que ce n'est pas assimilable au système de soins. Le système de soins fait partie de cette perspective globale, mais ça implique véritablement un changement de paradigme. Pourquoi? D'abord et avant tout parce qu'on est devant une impasse. Nos systèmes de santé coûtent près de la moitié du trésor public actuellement, c'est près de la moitié des budgets de l'État, 45-46%. On ne peut pas continuer comme ça, d'autant plus que c'est croissant. Alors que les maladies chroniques, nous sommes dans une véritable épidémie de maladies chroniques, elles sont passées de 7% entre 2008 et 2015. 77%, c'est extrêmement important. Ce que ça signifie, c'est d'abord et avant tout les maladies cardiovasculaires, les cancers, les problèmes de santé mentale, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, les troubles musculo-squelettiques, donc un ensemble de problèmes de santé qui impliquent notamment la qualité et l'aspect santé de l'humain. Or, selon l'OMS Europe, en 2006, 86% des décès et 77% des cas de morbidité étaient liés aux maladies non transmissibles. En fait, plus de 80% des maladies cardiaques, des AVC, des diabètes de type 2, qui se sont multipliés d'ailleurs de 90% en 10 ans, des 40% des cancers pourraient être évités. Donc, la question de la santé environnementale, ce n'est pas un détail, c'est maintenant crucial. Et c'est crucial notamment en termes économiques. Et je dirais que c'est essentiel pour tous les gens qui s'intéressent à l'architecture, à l'urbanisme, parce que ça implique des déplacements des budgets de l'État. Vous savez que l'épidémie de cancer, par exemple, c'est actuellement en Amérique du Nord, un homme sur 2, une femme sur 3. Donc, ce sont des problèmes qui ne sont pas du tout mineurs. Ce sont des problèmes majeurs. Je passe. 3 exemples. Ça va? Mais voilà. On est en Amérique du Nord. Oh non, c'est pareil. Pardon? Oh, c'est pareil trop peu. Oui, ne craignez pas. Du côté des polluants organiques persistants. Alors, les polluants organiques persistants sont des substances qui résistent à la dégradation chimique, biologique, photolytique, bref, qui peuvent être rémanents pendant 40, 50, 75 ans. Ils sont semi-volatiles, donc ils vont se promener sur des distances immenses. Et par exemple, on a retrouvé, au moment où on cherchait des populations qui ne
soient pas contaminés par des polluants persistants. On a donc pensé aux personnes du Grand Nord canadien. Or, on s'est aperçu que c'était au contraire les populations à peu près les plus contaminées au monde, à cause du fait que ce sont des produits semi-volatiles qui voyagent sur de très, très grands espaces, qui, avec le froid, retombent au sol et sont intégrés dans toute la chaîne alimentaire. Ce sont des produits liposolubles, peu solubles dans l'eau, mais très solubles dans les graisses. Donc, évidemment, c'est à travers les gras animaux essentiellement qu'on les absorbe. Donc, les bonnes choses, quoi. Les œufs, le lait, la crème, les fromages, la viande. Ils sont bioaccumulables, donc s'accumulent dans les tissus gras. Donc, je suis une fille qui est optimiste dans la vie. S'accumulent dans les tissus gras des organismes vivants. Hein. Donc, c'est essentiellement à travers la nourriture. Ils sont biomagnifiés, ce qui est un élément extrêmement important parce que les concentrations peuvent augmenter jusqu'à 70 000 fois au fur et à mesure qu'elles progressent dans la chaîne alimentaire. Donc, entre le plancton et ensuite le poisson, etc., c'est assez terrible. Ce sont des produits très toxiques, même à de très faibles doses, hein, parfois quelques parties par trillion, ce qui est très faible. Il peut y avoir des problèmes très sérieux, notamment au niveau de certaines fenêtres d'exposition, comme à certains stades du développement embryonnaire. Si bien que ce sont des produits qui ont des effets intergénérationnels. Vous voyez ici, par exemple, dans le cas du BPC, comment il y a cette progression à travers la chaîne alimentaire. Donc, et ça c'est dans les Grands Lacs. Les Grands Lacs canadiens, c'est quand même le bassin industriel nord-américain. Une partie importante de l'eau de boisson d'une partie des gens du Québec, c'est le Saint-Laurent. On a des usines quand même de filtration. C'est quoi le PCB, c'est-à-dire que vous dites le PCB et nous on dit les BPC. Ce sont des produits toxiques. Oui, c'est ça. Polybiphényl, j'ai dit là. Ah, voilà. Un nom comme ça. Désolé. Parmi les produits, alors les BPC, on les a utilisés énormément pendant des années. Maintenant, c'est vraiment en déclin puisque ça fait partie de la liste des 12 polymères persistants théoriquement bannis, mais ils ne le sont pas encore tout à fait. Parmi les produits largement répandus, il y a les dioxines et les furanes, évidemment, les BPC, l'hexachlorobenzène. Ici, vous en avez aussi toute une liste. Vous avez entre autres le cadmium, le plomb, le mercure, dont on a parlé un peu plus tôt, les métaux lourds. Ce qui est important de savoir, c'est que ces produits sont, pour un très grand nombre, omniprésents dans notre environnement. Voici une liste des pesticides. Et par exemple, j'avais une nouvelle hier sur mon ordinateur, le 2,4-D. Monsanto est en train de nous refaire un OGM à base de 2,4-D actuellement. Ce qui est très très rassurant. Hein. Ça devrait être homologué d'ici quelques jours au Québec et au Canada. Les effets sur la santé. Les plantes, électromécaniques, chlorobiphényl. Merci. Alors. Ah mais oui, quand t'es biologiste, tu fais plus rien. Alors, la nocivité des polluants organiques persistants, c'est vraiment d'abord et avant tout associé à leur rôle de perturbateur endocrinien. Donc, ils interfèrent avec les hormones stéroïdes sexuelles, qu'elles imitent, parfois qu'elles neutralisent. Il y a tout un ensemble de mécanismes. Mais l'important à saisir, c'est que ça modifie l'équilibre hormonal et que les polluants persistants sont susceptibles donc de perturber le système reproducteur, d'affaiblir le système immunitaire, ce qui est extrêmement important, d'éroder les facultés intellectuelles. Et ça, il y a eu pas mal d'études, notamment sur les enfants, des retards scolaires de 2 ans à l'âge de 8 ans, de contribuer au cancer du sein, de la prostate et des testicules, qui sont des cancers en hausse fulgurante, voire à l'endométriose, en plus d'être associés au diabète. Non, mais je peux arrêter. Hein. Vous avez un petit exemple ici du DES. Hein. Le DES, pour votre information,
innovation, ça a été dans l'alimentation animale jusqu'en 77 en France. Ouais, elle est bien la souris comme ça. C'est ça qu'on va ressembler. Alors, le DES a été utilisé pour les femmes enceintes pendant quelques décennies. Il a été sur la liste des médicaments officiels au Brésil, par exemple, jusqu'au début des années 80. Voilà, ça c'est un des nombreux effets. En fait, ces travaux sur les perturbateurs endocriniens permettent de voir qu'il y a au plan scientifique des changements de paradigme qui s'imposent. Ce n'est pas la dose qui fait le poison, comme on voit en toxicologie habituellement, mais ça peut être la fenêtre d'exposition. Des très très petites doses peuvent avoir plus d'impact que des très hautes doses, donc ça modifie complètement les méthodes de travail. Il y a des effets cocktails, il y a une latence évidemment entre l'exposition et l'effet, donc parfois une quarantaine d'années, des effets transgénérationnels multiples. Évidemment, vous allez me dire, c'est quoi le lien avec les toits verts? C'est un des liens possibles, c'est un intérêt à ne pas utiliser de pesticides. Vous savez qu'en France, et ça c'est tiré de la thèse de Julien Barrault, qui était une des étudiants que j'encadrais au tutelle, qui vient de déposer dans ses travaux de doctorat sur les petits jardins en France. Elle a mis en évidence qu'il y avait 3500 tonnes de pesticides déversés en 2008 sur les 15 millions de jardins privés en France, ce qui représente à peu près 1 million d'hectares. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en termes d'intérêt économique pour la firme, c'est 4 fois plus payant de vendre des pesticides pour les petits jardins. Par ailleurs, les travaux qui ont été faits au Trigel permettent de voir que la composition du Roundup qui est utilisé pour les petits jardins, qui s'appelle d'ailleurs petit jardin, c'est 3 à 4 fois plus nocif que la composition pour grande culture, ce qui n'est pas indifférent. Bref, je pense qu'il est extrêmement important, notamment pour tout ce qui est circulation de l'eau et filtration des eaux de pluie, d'éviter à tout prix ces questions. On a vu hier très rapidement les impacts des champs électromagnétiques. C'est une autre question qui mérite d'être traitée. Mais évidemment, ma remarque sur les pesticides, ça ne concerne pas que les pesticides. En fait, l'ensemble des produits de construction contiennent à des niveaux divers actuellement des produits toxiques. Et donc, ce lien entre santé et produits, c'est-à-dire et bâtiments de façon large, c'est extrêmement important. Et il faut vraiment faire un travail en amont sur l'analyse de ces produits et voir les produits de substitution. Au niveau des champs électromagnétiques, je vous dirais que c'est à la croisée des chemins entre d'une part les impacts du polluant persistant et d'autre part les champs électromagnétiques. Parce qu'on a un ensemble de phénomènes actuellement qui sont des problèmes de santé de plus en plus omniprésents. Ça peut s'appeler fibromyalgie, fatigue chronique, ça peut s'appeler MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Il y a toutes sortes de manifestations. On parvient mal encore à comprendre l'étiologie de ces problèmes de santé. Mais chose certaine, c'est qu'on s'aperçoit que c'est lié au milieu. Du côté des MCS, surtout, c'est considéré comme une des principales manifestations des pathologies environnementales. Et c'est à la fois de nature chronique, multisystémique, et j'ai essayé de développer des projets de recherche pendant 3 ans là-dessus. Je vous avoue que j'ai arrêté parce que les organismes subventionnaires n'y comprenaient rien. J'ai été invitée par l'ANSES ici pour faire la première conférence sur les MCS. Au moins, ils avaient l'intérêt de travailler sur la question. Mais au niveau des organismes subventionnaires, non, c'est pas reconnu, donc on n'y travaille pas. Alors qu'en fait, vous allez voir l'importance que ça revêt. On sait que c'est lié à une exposition massive à certains agents toxiques qui servent souvent de déclencheurs, et ensuite, les gens développent une intolérance totale à peu près tous les produits, si bien que vous vous promenez avec des gens qui ont une MCS, ça devient intolérant, c'est impossible de rentrer dans un restaurant, à chaque endroit où ils veulent rentrer, ça devient fou. J'ai des étudiants qui ont arrêté d'étudier parce que on n'était pas une université fragrance free, c'est-à-dire où il n'y a pas de... Mais oui, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'universités maintenant qui sont fragrance free, c'est-à-dire où il n'y a pas de parfum
temps, alors les gens ne mettent pas de parfum, essaient d'éviter des shampoings et des savons trop parfumés à cause de cette intolérance. Vous voyez? Les symptômes, hein, maux de tête, vertige, confusion, toujours avec une grande fatigue, des maux de tête, les yeux irrités, troubles gastriques, nausées, difficulté à respirer, vertige, douleurs musculaires, mais aussi problèmes de peau, difficultés respiratoires, problèmes digestifs et coronariens. Bref, je vous avouerai que ces gens-là finissent par vivre des vies mais absolument intenables, entre autres parce qu'à Montréal, par exemple, il n'y a aucun hôtel qui soit un hôtel qui permette à ces gens-là d'habiter, parce qu'il n'y a pas de chambre à Montréal où ils peuvent séjourner. C'est absolument terrible comme condition. C'est des gens qui... écoutez, j'ai une amie qui a déménagé 10 fois en 10 ans, à refaire les maisons à chaque fois, parce que tentant d'enlever tous les produits toxiques, parce que c'est le seul moyen pour eux de survivre. C'est absolument hallucinant et je vous jure que c'est pas psychologique, loin de là. Les symptômes varient évidemment selon le stade de la maladie, l'état de santé, l'âge, etc. Parmi les éléments déclencheurs, vous voyez l'ensemble de ces produits qu'on retrouve constamment dans les maisons. Les COV par exemple, les solvants, les décapants, c'est des produits qui sont constamment présents. L'électrosmog, mais aussi, c'est sûr évidemment, les tapis, les meubles neufs, les automobiles neuves. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup sur ce dossier-là, et dans son garage, il y a une immense fan, comme on dit au Québec, ventilateur, désolé. Et pendant 3 mois, il ventile. Il ventile les objets neufs. Parce qu'il y a beaucoup de PPDE, entre autres. Hein? C'est des flame retardants, des retardateurs de flamme. Donc, et c'est relativement toxique. Bref, un travail à faire colossal. Évidemment, ça a un impact sur tout le système de santé. En moyenne, il doit y avoir 28 médecins avant d'avoir un diagnostic, parce que les médecins ne connaissent pas le dossier. Ça a un impact sur l'emploi, sur les modes de vie, sur la consommation, sur l'habitat. On estime au Canada que c'est de 3 à 4% de la population, c'est selon les données de Statistique Canada. Aux États-Unis, l'Académie des sciences, déjà en 1981, estimait que c'était 15% de la population. En Californie, 16%, selon une étude du ministère de la Santé en 1999. Les coûts annuels estimés, 22 milliards au Canada. C'est-à-dire 10 milliards par an pour les personnes malades, plus 10 milliards pour les entreprises, le système de santé et les autres instances publiques. On voit à quel point ce sont des coûts significatifs. Au niveau des cancers liés à l'électrosmog, pour ne prendre que cet exemple, je veux dire, on a là aussi un début de données qui permettent de voir que ça a des impacts significatifs et réels. Les maladies apparentées, c'est fibromyalgie, le syndrome des bâtiments malsains, etc. Il y a déjà eu, à partir de 1997, maintenant même 1994, la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui a développé toute une réflexion sur les maisons saines. Et il y a là un créneau de recherche qui me semble absolument essentiel. Et je ne pense pas que de pouvoir aller sur le toit si on ne fait pas attention à la façon dont on va développer les toits permettra de tout régler, loin de là. Il faut pouvoir être proactif et voir déjà ce qui va se passer au niveau des toits. Donc, parmi les alternatives, c'est l'éco-innovation. On a parlé, entre autres, à quelques reprises, je dirais, de tous les courants qui permettent de s'inspirer de la nature. C'est extrêmement important d'être très attentif à ces nouveaux courants. La substitution des produits, etc. En fait, il est désormais aussi urgent de réduire son empreinte chimique, il est urgent de réduire son empreinte carbone et son empreinte hydrique. Hein? Donc, c'est important de voir que cette empreinte chimique, c'est un élément important. Varda Burstein est une amie qui souffre de ça.
Dernier élément, très rapidement, hier je vous ai montré des concentrateurs d'énergie solaire. Écoutez, je n'ai pas de part dans l'entreprise, je ne connais pas très bien ce qu'ils font, mais ça me semblait intéressant comme piste de travail à tout le moins. Parce qu'on a l'image des panneaux solaires qui prennent énormément de place, et quand on pense au solaire, on pense strictement... alors, l'innovation est extrêmement importante, mais un des champs d'innovation implique... ça a sauté, désolé. Un des champs ça implique notamment le recours aux nanotechnologies. Or, dans le cas des nanotechnologies, on utilise notamment les nanotubes de carbone, on utilise également beaucoup l'argent et on utilise les fumerelles qui sont très présents. Ici, on voit une série de produits nano déjà. Il y en a énormément sur le marché. Ça, c'est l'augmentation des produits, et encore, ça arrête à 2009. Et c'est une sous-évaluation, hein, parce que les étudiants qui viennent faire une évaluation juste des produits au nano-argent, et c'est déjà 2 à 3 fois plus important que ça, qui est global. En fait, dans le cas des nanos, dans la mesure où il y a très très peu d'études du côté de la nanotoxicologie qui sont faites, puisque les budgets sont passés de 1% à maintenant 5 ou 6% pour l'ensemble des impacts des nanotechnologies, ce qui est littéralement rien, puisque ça fait 25 ans qu'on finance à coups de milliards le développement des nanos. Voilà le type de travail qu'il faut faire pour comprendre les impacts des nanos.